Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, on reprend un petit peu des questions-réponses parce que j'ai laissé s'accumuler et j'ai une pile de questions-réponses à traiter. D'ailleurs, cette vidéo, je vais l'enregistrer 2-3 jours avant de la diffuser. Et c'était pour vous dire que la semaine prochaine, il y a un stage, il y a une semaine de stage. Donc je doute que je mette des vidéos en ligne. Donc là, ça va être un très long question-réponse. Je pense qu'il y aura de la nourriture suffisante pour toute une semaine. Même peut-être un peu plus, parce qu'après, je vais me prendre quelques jours de repos. Je pense que ça sera nécessaire. Mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas des choses qui seront diffusées. Je ne sais pas, je ne fais pas de promesses. Je vous demande aussi incessamment de me contacter à minima et de ne me faire que vraiment en cas d'urgence extrême. À ce moment-là, on pourra voir, mais parce que je vais être très sollicité, donc je doute que je puisse répondre à toutes les questions. Voilà, et d'ailleurs, quand j'ai besoin de votre autorisation pour diffuser, donc souvent quand vous me posez des questions par écrit, c'est sympa de me dire, parce que ça m'évite de poser la question, si je peux y répondre en vidéo, c'est beaucoup plus pratique pour moi, pour le partage, c'est beaucoup plus intéressant. Alors aujourd'hui, on va voir beaucoup de sujets. Euh, on va parler d'asthme, de sclérose en plaques, de règles, d'aménorrhée, de règles, de perte de poids, de melons et de pastèques et de douleurs, de carences, de pancréatite. Voilà, vous allez voir au niveau des sujets, c'est très divers et même si on a du temps, il y en a toute une pile qui attend là. On va trouver de quoi enregistrer. Alors, alors la première question, je lis ça en même temps. Alors, une question, j'ai pas marqué le nom, mais une question de quelqu'un qui me demande, bon, par contre, les jus verts, ça donne vraiment du jus. Quand j'essaye de mixer de la laitue, pissenlit, oseille, ça fait des tout petits morceaux, mais pas de jus. Alors bon, mixer et faire des jus, c'est totalement différent. Mixer, eh bien, on fait des morceaux, on coupe en petits morceaux. Faire des jus, c'est presser, séparer la fibre des jus nutritifs. Donc c'est deux démarches totalement différentes. Et autant je suis relativement circonspect, voire opposé à l'idée de mixer, autant l'idée des jus est excellente et exceptionnelle pour moi. Tu conseilles plutôt de manger plus le matin, le midi ou le soir. Je dirais que le soir c'est pas idéal, le matin non plus, je dirais plutôt le midi, mais c'est en cas d'adaptation individuelle. Je voulais te parler de charbon activé aussi. Est-ce que tu as déjà parlé de ça dans une de tes vidéos? Alors le charbon activé, techniquement pour le corps, les besoins en charbon, c'est ok. Donc soyons clairs, le charbon activé, c'est un remède. C'est un remède que je trouve assez violent. Alors effectivement, ça traite les symptômes. Si on a des gaz, ça traite les symptômes. Mais ça n'a aucune visée de terrain. Ça ne guérit rien. Ça résout ponctuellement un problème. Mais le charbon actif, pour moi-même, je le considère comme un poison. Donc, non, je ne recommande pas l'utilisation de charbon actif, sauf en cas extrême d'empoisonnement ou de... Même si on a des flatulences extrêmes, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Il faut d'abord régénérer, guérir la muqueuse intestinale pour éviter qu'elle soit enflammée. Aller voir pourquoi est-ce qu'il y a cette inflammation, ces gaz et ces ballonnements. Observer nos habitudes alimentaires. Mais le charbon actif, à part en cas d'empoisonnement, je n'en vois pas l'intérêt. Vraiment. Si nous avons un excès de mucus dans l'oreille, comment est-ce qu'on s'en sort? Mucus, c'est congestion de la lymphe. Lymphe, il s'agit de décongestionner. Donc pour les décongestionner, utiliser des plantes toniques amères, utiliser une adaptation physiologique adaptée, un peu de sport, d'exercice physique. La bougie au pis, ça a son intérêt, mais c'est pas la solution. La solution, si tu as du mucus dans l'oreille, c'est de décongestionner, de drainer, de permettre
à cette lymphe et à ce mucus de circuler vers les émonctoires, donc stimuler les émonctoires. Tu peux aller au sauna, tu peux beaucoup boire, et toujours pareil, éliminer les excès de mucus par la lymphe, qui est la voie d'élimination qui va amener aux émonctoires, qui eux-mêmes permettront de faire sortir ces toxines qui sont en excès, hein, puisque on est d'accord, le mucus, ce sont des, substances qui sont à base de lipides, particulièrement basées à base de lipides, de cholestérol, et qui entourent finalement des substances acides qui seraient trop dangereuses pour le corps, qui seraient trop... L'acide, le corps ne le traite pas. Donc il y a besoin de l'enrober dans une espèce de carapace graisseuse pour se protéger des propres attaques acides. D'ailleurs, je veux vous dire que je suis absolument impressionné parce que je reçois aussi beaucoup de messages de, de personnes qui me décrivent des cas et qui me donnent déjà les solutions. Je suis très très impressionné par la capacité à appréhender le corps humain sous forme de terrain et de globalité que je vois apparaître chez toutes les personnes qui me contactent, qui regardent ces vidéos. Ça me touche énormément. Je sens qu'il y a vraiment une connaissance profonde là, qui est en train de se bâtir, une connaissance, et puis je dirais une conviction ferme, un regard ferme et posé. Et j'espère que vous avez l'occasion de partager avec vos proches. N'ayez pas peur, ça peut paraître assez marginal comme approche, mais cette approche-là, c'est la seule qui marche, c'est-à-dire s'occuper du terrain avant tout. Et je suis vraiment très très touché par tous les soignants en devenir que je vois apparaître, toutes ces personnes qui vont pouvoir aider d'autres personnes. C'est fantastique, c'est extraordinaire, et je vous remercie vraiment. Ensuite, trop de questions. Juste une dernière question. Je vais sur le forum de l'AFV, l'Association végétarienne de France. Sur une discussion de la vitamine B12, ils obligeaient les gens à se supplémenter en ampoule. Ils n'admettent personne qui contredirait le fait qu'une supplémentation est nécessaire. Que penses-tu? C'est déjà charmant. Que penses-tu de la B12? Eh bien, la B12, il faut supplémenter si on est en carence et qu'on a des symptômes cliniques qui dénotent un problème avec cette carence. C'est pas parce qu'on a des taux faibles de B12 qu'on est en carence réelle. Il y a des cofacteurs et on voit énormément de cas de personnes qui ont des taux de B12 extrêmement bas, et c'est pas là que réside le problème. J'ai une personne très proche, par exemple de moi, qui a un taux de B12 extrêmement faible, et ces difficultés se situaient surtout au niveau des glandes surrénales et absolument pas au niveau des quantités de B12. Alors supplémenter pour supplémenter, attention quand vous allez supplémenter, pas de la cyanocobalamin, et supplémenter pour supplémenter, je trouve ça un petit peu aberrant, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres, et même ça surcharge le corps. La plupart du temps, si on manque de B12, c'est parce que notre alimentation est vide de B12, c'est parce que notre facteur intrinsèque qui permet l'assimilation de la B12 au niveau du tube digestif est absent. Et c'est plutôt ça sur lequel il faut travailler. Mais il y a des cas aussi où la supplémentation est nécessaire. Mais alors de là en faire quelque chose de systématique, niet, moi je bloque là-dessus. Ensuite, une question de Josette. Et puis, il faut vraiment se rendre compte, tous ces trucs-là, supplémenter systématiquement un truc. Alors, on a des marottes, il y a la B12, après ça va être le magnésium, après ça va être le sodium, le potassium. On se découvre des petits boucs émissaires pour nos états de santé, et puis on ramène tout à un facteur. Il y a des chercheurs qui sont spécialistes dessus, ils écrivent un livre sur un domaine, et en fait tous les maux du corps à peu près devraient être reliés avec ça. C'est un peu simpliste, c'est vraiment un peu simpliste. Que chaque domaine ait quelque chose à apporter, c'est intéressant. Que les personnes soient enthousiastes, c'est très très chouette. Mais de là à en faire la cause et le remède à tous les maux, ben, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je ne connais pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de raccourci pour la détoxination et la régénération. Ce sont des processus qui doivent se faire individuellement. C'est pour ça qu'il est autant important de comprendre l'importance des organes, des glandes, des tissus, de connaître leur utilisation, de connaître leur spécificité, de connaître les herbes, les plantes sauvages. Donc c'est tout ce qu'on va faire en octobre là, lors de la formation. Mais voilà, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, il faut laisser le corps faire
faire tout ça à son rythme. Ensuite, une question de Josette qui est très très intéressante. Là où je ne te rejoins pas, entre parenthèses, peut-être pour l'instant, on va voir si j'arrive à te convaincre, c'est sur les plantes. En tant qu'hygiéniste, je pense que la plante vient masquer la véritable cause et apporter une petite toxémie supplémentaire. Mais à voir, je fais comme toi, j'observe. Peut-être que les plantes peuvent apporter un soulagement momentané qui aide à passer le cap de l'auto-guérison. Les plantes, elles sont dans la nature. Je ne vois pas en quoi les plantes viennent masquer la véritable cause. Tous les primates anthropoïdes consomment des plantes dites médicinales, c'est-à-dire des plantes à fort tanin. Ce qu'il faut comprendre, Josette, c'est que la plupart des plantes médicinales dont on va parler sont des plantes qui sont juste des plantes qui ont des principes actifs extrêmement concentrés. Je vous ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas de poison, il n'y a que des doses. Et les plantes médicinales, c'est juste des plantes qui ont des principes actifs extrêmement concentrés. Et les plantes médicinales ne sont médicinales que par rapport au vide des plantes que l'on consomme dans notre alimentation. Moi, je me souviens avoir consommé dans la forêt du nord de l'île de Sumatra en Indonésie l'année dernière, avoir consommé des feuilles que consommaient quasi quotidiennement les orang-outans. Je peux vous dire que c'était astringent, amer à un point incroyable. Or, quand on sait que l'astringence et l'amer sont les principes essentiels pour faire bouger la lymphe, bien, je me suis rendu compte qu'au quotidien, les orang-outans prenaient des plantes médicinales au regard d'un humain, on va dire. Donc pour moi, la consommation de plantes médicinales, elle est juste naturelle et spontanée. Euh, qui plus est, c'est une très très bonne solution parce qu'il ne s'agit pas de supprimer un symptôme, on va directement régénérer l'organe pour lui permettre à lui de réaliser les opérations de détoxination. C'est un peu comme dans les jeûnes. Longtemps, il y a eu l'approche théorique hygiéniste du jeûne, du très long jeûne, 21 jours, plus de 21 jours même, de strict jeûne à l'eau. Et puis un jour, on s'est rendu compte, c'est M. Mousseri en a très très bien parlé, et bien qu'il y avait un moment où l'élimination s'épuisait au bout de quelques temps et qu'il valait mieux la relancer avec un demi-jeûne. Et c'est là où on a vu apparaître le demi-jeûne hygiéniste. Alors, et pour quelle raison est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les plantes pour relancer les détoxinations, faciliter les détoxinations, puisque les principes actifs dans ces plantes ne sont que les principes actifs que l'on devrait retrouver naturellement dans une alimentation si on vivait comme des bonobos. Or, techniquement, on ne vit pas comme des bonobos. Sur nombre de points, je le regrette, surtout à voir leur décontraction et leur rapport les uns avec les autres. Mais voilà, je dois le reconnaître. Mais les plantes médicinales sont juste les plantes naturelles de notre biotope que nous devrions consommer tous les jours, dans des quantités guidées par notre instinct. Voilà. Donc pour moi, la question, elle ne se pose vraiment pas. Je regarde toutes tes vidéos, mais c'est Josette toujours. Je regarde toutes tes vidéos, mais je n'ai pas encore tout vu, j'espère. J'espère en trouver une qui parle de la relation mentale-sentiment-maladie. Je sais à quel point la nourriture est en relation directe avec notre psychisme. Il est aussi très très intéressant de travailler sur le côté psychique pour améliorer notre alimentation. Notre alimentation et le jeûne améliorent le psychisme, mais l'inverse est aussi vrai. Parfois on ne sait pas par où commencer. Peut-être le plus simple, comme tu le conseilles, des fruits, des fruits, des fruits, des jus verts les jours où on est capable de le faire, et les autres jours où on craque, on apprend à se pardonner, à être patient et persévérant. Bah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Le lien entre alimentation et mental et psychisme, effectivement, c'est un lien double, c'est un lien dans les deux sens. C'est-à-dire que ce que nous consommons physiquement va être en lien avec notre état émotionnel, plus que psychique, mais émotionnel. C'est-à-dire que quand on est posé émotionnellement, quand on est plein et nourri émotionnellement, nos besoins alimentaires sont extrêmement réduits. Je dirais que une grande majorité des aliments que nous consommons tous les jours ne servent strictement à rien. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin sur le plan alimentaire. C'est juste pour nourrir finalement nos dépenses émotionnelles qui sont énormes dans l'organisme. La dépense émotionnelle est gigantesque. Mais c'est comme ça qu'on peut arriver à des réductions caloriques sans avoir des réductions de poids importantes chez les individus. C'est juste parce qu'ils mettent leurs émotions en paix. Et de la même manière, à l'inverse, les aliments influencent directement notre état psychique et émotionnel. Oui, il y a
une mise en alerte du système nerveux par tous les aliments producteurs de toxines. C'est évident. Tous les aliments antiphysiologiques qui peuvent se retrouver dans notre palette alimentaire ont tendance à exciter le système nerveux. C'est ce qui explique par exemple les cas d'hyperactivité chez les enfants. C'est ce qui explique aussi que chez les personnes qui ont des troubles mentaux, eh bien, j'ai pu l'expérimenter et j'ai vu énormément de témoignages aussi dans ce sens-là. Dépression et troubles mentaux même plus graves, de l'ordre du psychiatrique, eh bien, on a une rémission ou au moins une amélioration vraiment des symptômes assez rapide via une alimentation physiologique adaptée, via l'utilisation d'herbes adaptées aussi. Donc la relation, elle est totale et l'un influence l'autre qui influence l'autre. Effectivement, le mieux, tant qu'on en a la possibilité, c'est de commencer à mettre des fruits. Quand on a la force, on met des jus verts et chaque jour, on met de l'amour. Fruits, des jus verts et de l'amour. Alcalinisation, détoxination, alcalinisation, régénération. C'est toujours pareil, le même triptyque. Mais même cette danse à 3 temps, un petit peu, c'est la danse essentielle. Et alors je sais que c'est difficile parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ben voilà, je suis déprimé, comment est-ce que je mets en place? Alors il y a un moment où il faut prendre la décision. Et puis alors, il faut bien se souvenir que les organes responsables de la prise de décision, de la volonté, eh bien, tout ça, ça se situe dans les reins et les glandes surrénales. Donc la première des choses à faire peut-être, eh bien, c'est de régénérer ces glandes surrénales en utilisant des herbes et des fruits. Des herbes médicinales qui vont aider à relancer un petit peu la machine et à régénérer les glandes surrénales, et des fruits pour aider à tonifier tout le système, pour arriver à relancer l'élimination et la détoxination. Avec ça, la volonté va s'accroître. Il faut peu de temps, c'est assez stupéfiant, mais je mets au défi une personne dépressive de rester en dépression plus d'1 semaine avec un régime de fruits et de plantes médicinales adaptées. Je mets vraiment le défi, au défi et je veux bien proposer à n'importe qui veut tenter l'expérience de l'accompagner, ils peuvent venir même me rencontrer et de l'accompagner dans un processus, mais en 1 semaine, on peut déjà améliorer nettement les cas de dépression assez avancés. J'en suis persuadé. Il n'y a pas que le facteur alimentaire, mais le facteur alimentaire est très 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 important. Pour moi, il n'y a pas que le facteur alimentaire, bien sûr, mais si on ajoute en plus un petit peu de relation sociale à un traitement comme ça, à base de fruits, d'herbes médicinales, un peu de massage, un peu de belles relations avec des individus équilibrés, qui parlent avec des mots équilibrés, un peu de lien à la terre, les doigts dans la terre à cultiver, et je pense qu'on peut faire vraiment, entre guillemets, des miracles. Donc oui, le plus simple, comme je le conseille, mais comme je le conseille d'autres, c'est de commencer par les fruits, des fruits et des herbes médicinales, des jus verts les jours où on est capable. Vous l'avez compris, en phase de détoxination aiguë, les jus verts, c'est pas capital. C'est très important en phase de reconstruction, d'alcalinisation. S'il s'agit de faire du muscle, c'est très important, mais c'est pas essentiel. C'est pas essentiel en phase de détoxination. On peut vivre pas mal de temps en ne vivant que sur les fruits, particulièrement en cette période. Ne vous en privez pas. On a une eau exceptionnelle ici. Un ami là qui nous a laissé son filtre à eau qui est vraiment exceptionnel. C'est un véritable bonheur. Voilà donc pour les questions de Josette. Une question de Laurent. Toujours passionnant. Thierry, je n'ai pas lu de message concernant la sclérose en plaques. Que penses-tu de cette affection? A-t-elle une origine dans la vaccination? Du point de vue de nutrition, est-ce que les jus, les monodiètes de fruits, etc. pourront renverser le pronostic? Alors j'ai parlé de première main parce que je connais effectivement des cas de sclérose en plaques et des cas de sclérose en plaques qui vivent sans aucun symptôme depuis énormément d'années. Donc oui, la sclérose en plaques n'est pas une fatalité. Vous l'avez vu si vous avez bien suivi la vidéo sur les glandes surrénales. Dans les glandes surrénales, il y a deux facettes un petit peu. Il y a la sécrétion de neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine,
Et puis il y a le côté sécrétion de corticostéroïdes, le cortisol et tout, qui vont jouer beaucoup plus sur le métabolisme. Mais toute la partie sécrétion de neurotransmetteurs, je vous avais dit, ça joue énormément sur tous les systèmes nerveux, ortho et parasympathique. La sclérose en plaques est une maladie du système ortho et parasympathique. Donc la régénération des glandes surrénales a un effet extraordinaire déjà sur la sclérose en plaques, tout simplement. Donc régénérer les glandes surrénales par les fruits à queue, il y a des fruits plus particulièrement, c'est-à-dire que la pastèque, le melon sont des fruits exceptionnels. Vous avez pastèque avec peau de pastèque, comme vous le savez maintenant. Ensuite, toutes les plantes toniques amères, qui vont être utiles pour les glandes surrénales, vont avoir un effet massif sur la sclérose en plaques et vont amener une sérieuse amélioration. Après, il y a des herbes un petit peu plus spécifiques, vraiment pour ces problèmes nerveux qui sont entre le nerveux et le surrénal. J'avais noté en vrac là, le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est exceptionnel pour ça. Je parle du ginkgo biloba. Une herbe aussi qu'on appelle le gotu-kola, qui est un peu l'herbe des centenaires chez les Chinois. J'en fais pousser d'ailleurs chez moi. Le terrocoque, que je recommande aussi pour les surrénales. Elle a vraiment un spectre d'action assez large. Donc Eleutherocoque, Gotucola, Ginkgo biloba, on va avoir des bonnes plantes. Il y a une autre plante que moi que j'aime bien, c'est l'accord calamant, c'est Calamatus acorus, quelque chose comme ça. C'est une plante des marais, c'est une plante semi-aquatique et qui aide beaucoup dans ces cas-là aussi. Alors les causes de la sclérose en plaques, pour moi la sclérose en plaques est typiquement une maladie, on va dire, environnementale sur le plan alimentaire, environnementale sur le plan relationnel, environnemental sur le plan des polluants, des vaccins, oui, oui, oui. Tout cela, c'est une dégénérescence nerveuse qui est liée à des facteurs environnementaux. Donc environnementaux, ça comprend bien tout ce qui fait notre environnement. Et donc le seul moyen de remédier à une sclérose en plaques, c'est une réforme profonde de son hygiène de vie. Donc détoxiner le corps de façon massive avec des fruits, utiliser les herbes astringentes pour régénérer les organes, les tonifier. Donc tonifier les glandes surrénales en particulier et tonifier aussi la glande pituitaire, donc l'hypophyse, donc avec les herbes que je vous ai indiquées. Et avec ça, bien, on arrive à des sacrés résultats. Je connais beaucoup d'histoires de gens qui avaient une sclérose en plaques et qui sont exemples de symptômes. Alors, combien de temps que j'ai vu, moi, actuellement, c'est 1 à 2 ans. 1 à 2 ans, mais en 1 an, il y a énormément de rémission totale. Totale, je parle. Amélioration, ça va très vite. Mais rémission totale, je dirais que en l'échelle de 6 mois, 1 an, on peut avoir, voilà. Ça paraît énorme, ça paraît un peu bonimenteur de foire. Essayez, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont prêtes à tenter l'aventure, bienvenue. Bienvenue dans l'aventure. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien à perdre à se faire plaisir à manger des fruits et des plantes toniques. Et le potentiel est vraiment gigantesque. Ensuite, une question de Pierre. Je regarde petit à petit pour toutes tes vidéos. Il y a de quoi faire. Oui, je suis désolé. Je suis un petit peu logorique et c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai une petite question. Dans une vidéo, tu dis que les graines germées ne sont pas bonnes. Par contre, dans une autre, tu parles de jeunes pousses de luzerne qui sont bonnes en jus. Oui, mais quand je parle des pousses de luzerne, je ne parle pas des graines germées. Alors les graines germées en jus, de toute façon, sont beaucoup plus intéressantes que les graines germées à manger, parce qu'on ne sont pas des granivores. Mais ça m'arrive, moi, de mettre du fenugrec, par exemple, légèrement poussé. Mais quand je parle des jeunes pousses de luzerne, je parle des pousses en verre, c'est-à-dire de la luzerne qui pousse en verre, des verdures de luzerne. Je crois que j'en avais montré dans la vidéo sur le jardin. Je cultive, moi, la luzerne en bac, et donc je prends des pousses qui font cette taille-là, vous voyez, par rapport à une main, et voire plus, et c'est ça que je passe en jus. Ensuite, que veux-tu dire exactement? Que l'on peut consommer les graines germées sous forme de jus et non pas directement?
J'ai un easy green, je fais un mélange à moitié de graines de luzerne avec un peu de graines de moutarde et un peu de graines de brocoli. Donc oui, les faire en jus, mais surtout quand elles sont poussées en verre uniquement. Pourquoi? Parce que c'est dans le verre qu'il y a tous les principes actifs et nutritionnels. Nous ne sommes pas des granivores, c'est pas dans l'enveloppe des grains que l'on trouvera des facteurs nutritionnels. C'est extrêmement indigeste, il y a une cellulose qui est très difficile pour le corps humain à défaire. Alors je sais bien que germer c'est beaucoup plus facile, mais méfiez-vous quand même des graines germées, c'est extrêmement lourd, extrêmement ralentissant de la détoxination, c'est pas très nourrissant. Les fruits sont une source d'énergie bien plus évidente, bien plus physiologique, bien plus adaptée et bien plus directe et qui n'impacte pas l'organisme de la même manière. Dimanche a été très dur. J'ai pris 2 bananes le matin, je suis parti faire du VTT avec un groupe d'amis comme tous les week-ends. Par contre, au bout de 2 heures, plus de jus. J'ai eu toutes les peines du monde à retrouver de l'énergie pour gagner mon domicile. Et hop, je tombe sur ta vidéo où tu dis de faire un jus orange céleri pour la pratique du sport. J'essaye dimanche prochain. Oui, 2 bananes, c'est beaucoup trop léger. C'est beaucoup trop léger si tu pars faire du VTT. Rends-toi compte, 2 bananes, ça va être quoi? 200 calories. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas brûler énormément. Donc, en emporter d'autres de bananes. Et puis emporter un jus orange céleri, puis le consommer régulièrement pendant la sortie, parce que sinon, tu ne peux pas rivaliser. Tu peux pas rivaliser. La plupart des sportifs consomment des quantités de nourriture assez impressionnantes. Je me souviens des 11 000, 12 000 calories consommées par les cyclistes lors du Tour de France. Vous imaginez 11 000, 12 000 calories, c'est ce que consomme une personne en une semaine. Et eux, ils les consomment en une journée. Voilà à peu près. Mais c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment pas pour rien parce que les dépenses sont en rapport. Donc pensez, on va retrouver ça dans les mails. Mais pensez à manger assez. Et au début, en régime crudivore, frugivore, eh bien c'est un des challenges, c'est une des difficultés. C'est pour ça que je dis des fois, si vraiment la perte de poids est trop rapide et que ça vous inquiète, n'hésitez pas le soir à consommer quelques légumes cuits à la vapeur, des pommes de terre, des racines, des choses comme ça, plutôt que des céréales ou des pseudo-céréales d'ailleurs. Et ça permettra de faire une phase de transition qui sera intéressante. Ensuite, salut Thierry, une question de Aureliano. Aureliano, c'est joli ça comme prénom. Aureliano. Salut Thierry, je regarde tes vidéos depuis 2 semaines et j'ai vraiment voulu tenter l'expérience. Et j'ai subitement commencé à manger frugivore, sans trop de problèmes d'adaptation à mon étonnement. Bravo Aureliano, bravo, c'est fabuleux. Alors bon, attends-toi aussi peut-être à ce qu'il y ait un moment des difficultés, mais en tout cas de bien démarrer, c'est parfait, c'est parfait. J'ai parfois fait quelques écarts, comme manger cuit ou manger du saumon cuit, mais globalement je tiens assez bien. Voilà, mais ne t'impose pas de challenge, tu fais ça à ton rythme, selon ce que tu dois traverser. J'ai aussi fait un jeûne hydrique de 3 jours, parfait, qui à mon avis m'a aidé à réparer mon système digestif. Ouais, 3 jours, ça permet déjà de faire quelque chose. Ce qui fait que maintenant j'ai beaucoup moins de faim pressante. Les seuls problèmes qui persistent et que je voudrais corriger sont les suivants. J'ai une durée de sommeil de 10 heures quand je ne mets pas de réveil, alors que j'essaye de me coucher plus tôt que d'habitude. 22 heures alors que d'habitude je me couche vers minuit. J'ai de grosses cernes et je suis peu énergique durant toute la journée. Je ne bois durant toute la matinée, où je ne bois que de l'eau. Alors, une durée de sommeil de 10 heures, si tu es en manque de sommeil chronique, c'est pas étonnant, hein. Autre part, tu me dis que tu as des grosses cernes et que tu es peu énergique, alors à ce moment-là, c'est les glandes surrénales, les glandes surrénales, les glandes surrénales. C'est vraiment typiquement un cas d'épuisement des glandes surrénales typique. Donc le seul moyen d'y remédier, des fruits, des fruits, des fruits, des jus verts quand l'envie t'en prend, beaucoup de jus verts, beaucoup de fruits, des plantes adaptées aux glandes surrénales. Tu peux voir la vidéo sur les glandes surrénales. Mais les gens qui se réveillent au bout de 10 heures, 11 heures de sommeil et qui sont toujours autant fatigués, eh bien, à part qu'ils se soient couchés beaucoup trop tard, mais s'ils se couchent tôt, alors à ce moment-là, c'est essentiellement un problème de glandes surrénales. Et nous sommes tous des épuisés chroniques des glandes surrénales, c'est pour ça que je vous avais dit, j'ai focalisé ma première préparation sur les glandes surrénales et j'espère qu'elle va arriver bientôt à la fin de l'été. Malheureusement, il faut attendre des autorisations.
J'ai des problèmes de champignons sur la peau du torse, je me demande s'ils vont finir par disparaître rien qu'en mangeant cru, ou y a-t-il une meilleure méthode? Non, il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de détoxiner, c'est de régénérer. S'il y a des champignons, il y a toutes les chances qu'il y ait une infection fongique aussi à l'intérieur. Donc ça parle du pancréas, donc ça parle du surrénal. En régénérant tes surrénales, tu régénères tout le système. Je te remercie beaucoup pour ton travail et ton partage. Bien à toi, Aureliano. Merci, Aureliano. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ça continue bien pour toi. Donc tu vois, régénérer tes glandes surrénales et déjà ça devrait permettre de bien avancer. Alors là, une question très très intéressante sur l'asthme. Bonjour Thierry, as-tu déjà fait une vidéo sur l'asthme? Non, 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 je n'ai pas fait de vidéo sur l'asthme. Cela m'intéresserait car je n'y comprends pas grand-chose. Pourquoi le corps s'emballerait-il tout d'un coup à trouver des ennemis partout? Est-il possible d'avoir un terrain qui prédispose à l'asthme? Le papa de mon petit-fils est la seule de toute sa famille à y avoir échappé et pourtant c'est un musicien friand de tous les excès. Alors ça, des fois il y a des constitutions, qui apparaissent au sein même de familles dans lesquelles la constitution est faible. Eh bien il y a des constitutions un peu fortes qui peuvent apparaître. Beaucoup de questions, mais j'aimerais pouvoir soutenir mon petit-fils qui subit toute une armada de tests sanguins pour déceler son allergie. Je crois, ouais, il y a 4 ans, tu me dis, et toute une batterie, mon Dieu, est-ce que ça doit être... Parce que ça doit être stressant pour ces enfants, enfin vraiment c'est terrible, ça va à l'encontre des mêmes du. Là il ne mange plus de gluten, son ventre est déjà dégonflé, mais il a dur de se sentir différent. Il se ressent comme malade à 4 ans. Que peut-on dire et expliquer? Donc, as-tu déjà fait une vidéo sur l'asthme? Non. Mais qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme, quelque part, c'est encore un cas de congestion par le mucus au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau de tout le système respiratoire. Donc ça nous parle d'un système lymphatique qui est complètement bloqué dans sa circulation. Et donc le corps, eh bien, il expectore comme il peut, il tousse, et puis quand il y a vraiment trop de mucus, eh bien, les alvéoles pulmonaires sont remplies de mucus et on ne peut rien faire contre ça. Et donc le corps eh bien, est saturé de mucus. Donc le seul moyen, c'est de remettre en circulation cette lymphe. Là, il s'agit d'un cas typique de constipation lymphatique, on va dire. C'est une expression que j'aime bien, constipation lymphatique. Donc un cas typique de constipation lymphatique globale de l'organisme. Donc le seul moyen, c'est de remettre la lymphe en circulation avec une alimentation physiologique adaptée, avec des herbes toniques amères qui vont aider à la circulation de la lymphe. Je pense particulièrement au plantain. Le plantain est une herbe excellente pour remettre en circulation la lymphe. Donc tu peux le cueillir et le mettre dans les jus de ton petit-fils. Sinon le prendre en gélule. Le plantain c'est fabuleux pour remettre en circulation, qui est une plante extrêmement astringente, donc très très bonne. Le Gailly Gratteron aussi va être une plante excellente. Alors là plutôt en gélule qu'en jus. J'ai fait d'ailleurs une formule pour la lymphe. Les 3 premières formules là, qui vont être approuvées là bientôt j'espère, c'est une formule pour les glandes surrénales, une formule lymphatique globale pour décongestionner la lymphe et une formule pour les intestins irrités, avisés, candidose et inflammation globale de l'intestin. Parce que c'est les cas qui reviennent le plus. Ensuite, il y aura une formule pour la thyroïde et le système nerveux que je suis en train de mettre au point. J'attends d'avoir vraiment l'inspiration définitive. Et une fois que je l'aurai, je poserai les demandes auprès de la DGCCRF. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les inhalateurs qu'on va te donner, eh bien, ils bloquent complètement l'expectoration. Et ça, c'est terrible. Parce que l'expectoration, quand elle arrive, c'est encore le seul moyen qu'a le corps de... Ils ouvrent les alvéoles pulmonaires de façon très ponctuelle, mais ils ne décongestionnent pas la lymphe. Absolument pas. Au contraire. Au contraire. Et en évitant les phénomènes d'expectoration, eh bien finalement on se retrouve coincé dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le corps n'a pas les moyens de faire sortir la lymphe et on devient de plus en plus dépendant des inhalateurs. C'est vraiment terrible comme spirale et je déconseille l'utilisation des inhalateurs, sauf en cas extrême comme une béquille temporaire pendant qu'on relance une régénération. Il y a des plantes aussi qui vont être très très utiles. Alors déjà bien penser asthme, il y a des spasmes, on parle du système nerveux, on parle des glandes surrénales. Donc régénérer les glandes surrénales avant tout, c'est essentiel. Ensuite, il y a des plantes adoucissantes.
comme la guimauve ou la racine de consoude. Par exemple, la racine de consoude, elle est excellente pour tout le système pulmonaire. Donc racine de consoude en décoction, en gélule, en extrait de plantes sèches, tu peux y aller. Donc consoude, guimauve qui est très adoucissante, alors qu'il ne va pas tant régénérer que ça, mais qui va permettre doucement à ce que les mucus sortent. Donc je ne dis pas qu'il va y avoir moins de symptômes, au contraire, toutes ces toxines, toute cette lymphe qui ne circule plus, tout ce mucus accumulé, il va bien falloir le faire sortir. Donc pense aussi à aider ton petit-fils à dériver tout ça, en le faisant bien boire de l'eau, bon, 4 ans, mais tu peux lui proposer du sauna, hein, en tout cas des expositions au soleil pour le faire transpirer, ne pas avoir peur de le faire transpirer. Bien boire de l'eau, des plantes, des fruits, des plantes, je te dis, comme le plantain, le gaillet-graton, qui vont aider à faire circuler ça, des toniques amers. Et tu devrais voir une sacrée amélioration à son niveau. En tout cas, les inhalateurs ne résolvent rien. Et tu vois, tu dis, là, il ne mange plus de gluten, son ventre est déjà dégonflé. On trouve aussi un problème de surrénal et de candidose, de toute façon, hyperperméabilité intestinale. Tout ça, c'est entremêlé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a globalement, chacun de nous partage à peu près les mêmes affections, parce que ce sont des affections, on va dire, de civilisation, de mode de vie, de civilisation. Et alors après, les manifestations, les symptômes vont être différents un petit peu selon les individus, parce que ça dépend de notre patrimoine génétique, de notre héritage, de notre historique. Mais globalement, de toute façon, on parle de surrénal, on parle de problèmes de glandes surrénales. Et je suis désolé, ça fait un peu mantra, mais réellement, c'est au niveau des surrénales que tout se joue. Et régénérer les surrénales, c'est la première des choses à faire pour résoudre les problèmes de candidose, pour résoudre les problèmes de pancréatite, de pancréas, pour résoudre les problèmes nerveux, pour résoudre les problèmes de stockage ou de perte de masse ou de prise de masse. Tout ça, c'est les glandes surrénales via les corticostéroïdes. Vous avez compris, elles ont un spectre d'action et elles sécrètent des hormones et des neurohormones. Et donc ça fait quelque chose de tellement large que finalement on les retrouve un peu partout. Et c'est pour ça que chaque fois je dis, ah, ah, surrénal. Donc voilà Marie-France. Éviter les inhalateurs, prendre des plantes qui vont être intéressantes pour faire circuler la lymphe, faire de l'exercice physique adapté pour ton petit-fils. Je te dis, plantes intéressantes, guimauve consoude pour adoucir, plantes spécifiques pour les surrénales adaptogènes pour renforcer un petit peu le système, et plantain et gaillet-graton vraiment pour mettre en circulation la lymphe, le plantain étant vraiment une plante exceptionnelle que vous trouvez dans les jardins. Ensuite, Elodie, c'est long. Bonjour Thierry. Alors par allergie, je mange sans gluten et sans blé, je mange le plus bio possible, je suis presque végétarienne. Je ne vais pas vous cacher que le seul bémol au fait de manger différemment des autres, c'est le jugement et la complication. Obligatoirement, comme je mange sainement, je suis fine physiquement. Eh ben oui, ça c'est une fatalité, entre guillemets. C'est plus un bienfait qu'une fatalité. Je trouve que manger différent, même si je suis convaincu du bien fondé de celui-ci, enferme. Pour les autres, on devient quelqu'un de peu intéressant, car trop différent de leurs plaisirs et de leurs habitudes à eux. Comment arrivez-vous à gérer ce genre d'exclusion sociale? Ce genre d'exclusion sociale, il n'est pas juste, il n'est absolument pas juste. Et c'est pas parce qu'on ne dit pas amen à la religion de la cuisine qu'on est différent des autres et qu'on les rejette pour autant. Ou en tout cas, s'ils le vivent comme ça, eh bien c'est bien dramatique. Donc je dirais peut-être de questionner son environnement social. Questionner son environnement social déjà, et peut-être revoir un petit peu sa palette d'amis et rencontrer des gens qui ne te reconnaissent pas comme ami uniquement parce que tu manges comme eux. Deuxièmement, eh bien, quand tu vas chez quelqu'un, tu amènes un plateau de fruits que tu partages. Partager avant tout. Et si tu es fine mais que tu renvoies une énergie colossale, que tu renvoies une joie de vivre, je peux te garantir que ce sera beaucoup plus facile pour toi de t'insérer. Je suis quelqu'un qui a un physique extrêmement atypique et je ne crois pas que que mon mode de vie soit un frein dans la rencontre avec les gens, parce qu'ils voient aussi toute la joie, toute l'énergie qu'il y a en moi. Et
Et donc ben voilà, ça convainc n'importe qui, au-delà des mots, au-delà des pratiques, au-delà des apparences. Mais c'est vrai que c'est pas facile. La fameuse peur des carences qui n'est que le cheval de Troie finalement de tout un système qui veut nous faire avaler des pilules à longueur de journée, euh, sous prétexte qu'on n'est pas capable de tenir de bons sols, d'avoir des terrains qui nous donnent une alimentation qui soit régénérante. C'est un petit peu on laisse nos sols se dégrader, notre terrain se dégrader, notre terrain physique, notre terrain physiologique aussi. Et après, plutôt que de s'atteler à la régénération des terrains via la permaculture, au lieu de s'atteler à la régénération des individus via les herbes et une nourriture physiologique et adaptée, des relations sociales et spirituelles adaptées, eh bien on préfère prendre des pilules. Et ben non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, on est dans l'impasse complète. La preuve, tous ces messages que je reçois. Bon, ben, alléluia, on peut se lancer dans autre chose, donc lançons-nous. Et bien quelque part, tu es différente, mais tu as peut-être aussi un message à apporter aux autres et à tes proches, même si c'est difficile pour eux. Mais en tout cas, la joie, la joie, la joie, c'est essentiel pour pouvoir communiquer. C'est certainement pas en étant tout gris et en tirant une figure, une tête triste qu'on va y arriver. Ce n'est pas en étant dans la lutte, c'est en étant dans la joie. Et puis en étant un petit peu... Vous avez vu déjà ces pots là d'espèces aquatiques, quand il y a de l'eau qui coule dessus, mais finalement l'eau elle continue de couler. C'est hydrophobe. Et ben voilà. Laisser aussi couler, ne pas réagir, ne pas prendre les choses personnellement. Il faut bien comprendre que ce sont les peurs des gens, parce que quelque part, si la personne est très agressive en face de nous par rapport à l'alimentation, c'est que déjà elle se pose des questions et que déjà ça va mal. Sauf que elle n'en est pas au point de mettre en place ses réformes. Et donc quelque part, ton attitude questionne son manque de volonté. Quelque part. Parce que si la personne est très très bien avec son mode d'alimentation, elle va te regarder un peu comme un extraterrestre. À la limite, tu vas la faire rire, mais elle n'ira pas t'embêter. Donc voilà comment j'arrive à gérer ce genre d'exclusion sociale avec la joie et avec des cajous de fruits à partager. Ma seconde question est au sujet des résultats de ma dernière prise de sang qui m'a indiqué un taux d'amylase un peu plus élevé que le taux maximum normal. Il s'agit du pancréas qui, pour moi, qui est fait tant pour que justement tous mes organes intestinaux soient en harmonie, j'ai été surprise par ce résultat. Je suis une grande anxieuse, ça je ne peux pas le cacher. Surrénal, surrénal, surrénal. Pancréas, surrénal. Tiens donc. Mon médecin traitant m'a dit que ça devait être du fait de mon alimentation spéciale et végétarienne. Oui, bah oui, bien sûr. Qui pour elle n'est peut-être pas si bonne que ça pour le corps. Ben non, bien sûr, elle n'est peut-être pas si bonne que ça. C'est ton médecin traitant. C'est l'avis de ton médecin traitant, c'est tout. C'est pas le mien, c'est absolument pas le mien. Manger végétarien est une aberration pour nombre de mes proches. Là aussi, c'est leur avis, c'est leur conditionnement et c'est leur peur. Je consomme pour ma part beaucoup de fruits secs. Amandes, noix de cajou, noisettes, purée d'amandes complète, purée de cacahuètes, de graines aussi. Qu'en pensez-vous? Avez-vous un avis sur le sujet? Ouais, ben j'en pense que c'est certainement là que le bas blesse et que tu vas trouver les raisons de cette congestion qui fait que tes glandes surrénales fonctionnent relativement mal. Ils ne sont pas faits pour fonctionner sur les graisses, mais sur les sucres. D'ailleurs, tu finis ton courrier en disant: pour finir, je ne mange pas tant de fruits que ça aujourd'hui, car je trouve qu'il est très compliqué de trouver des bons fruits bio. Souvent, même bio, ils ne sont pas mûrs, c'est vrai. C'est pour ça que je recommande souvent la banane, parce que là, au moins, on est sûr d'avoir des bons fruits mûrs. Et ils moisissent très vite. S'ils moisissent, s'ils fermentent, c'est parce qu'ils ne sont pas cueillis mûrs. Je vous l'ai dit, un produit non mûr fermente et ne mûrit pas. Souvent, ils sont aussi très acides, effectivement. Je suis un peu triste de ne plus trouver de bons fruits facilement. Eh bien, c'est à nous de planter. C'est à nous de planter dans toutes les régions. On peut planter. Et je sais que c'est difficile, mais il faut prendre ça en main. Et puis, je vais vous dire, il faut prendre ça en main d'autant plus que le prix du pétrole il est en train de... Alors les importations d'Espagne, les importations du Maroc et de Tunisie, qui plus est fabriquées par des esclaves qui travaillent sans papier, parce que même en bio, il ne faut pas se leurrer, il y a du bio en Espagne qui est absolument une aberration sur le plan social et humain, qui n'est que de l'esclavage moderne. Il y a même du bio en France, du gros bio, qui répond aussi à ces critères. Donc tout ça, quick, il faut oublier. Il faut oublier, ça va bientôt se terminer. Donc sans planter maintenant
des plantes adaptées à chacun de nos climats et on peut avoir une abondance fruitière même dans le nord de la France. Il s'agit juste d'aller retrouver des espèces. Ben, sans se cracher dans les mains et s'y mettre, ben, je vais vous dire, on va droit à la cata. On va droit à la cata parce que tout ce on n'aura plus qu'à se mettre sous la dent, ça sera des céréales et des pilules. On va être de plus en plus malade et ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc c'est maintenant qu'il faut planter. Il faut acheter des terrains. Vous avez peur que le système bancaire s'écroule? Achetez de la terre. Achetez de la terre et plantez. Ça, de toute façon, de l'argent, des actions en banque, on ne les mangera jamais. Par contre, un terrain avec des arbres fruitiers, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour vous, pour vos enfants, pour toute la descendance, comme exemple, comme moyen de partage, comme moyen de relation sociale, comme moyen de joie interne, rien qu'à voir ces arbres pousser, comme moyen de méditation, comme moyen d'élévation spirituelle, ça fait tout, ça fait tout, ça fait tout. Ça, par la lessive, ça fait à peu près tout. Donc, les fruits, les fruits, les fruits. Là, ce que tu me dis, pancréatite, pancréatite. Tu as ton pancréas qui est touché. Foie, pancréas. Ça parle d'un système qui est saturé par les graisses. Ton foie rame, ton pancréas rame aussi. Donc c'est pas terrible, terrible les chiffres que tu me donnes, mais il est atteint. Donc surtout couper les graisses, couper les graisses, couper les graisses, surtout en plein été comme ça. On coupe les graisses de façon massive, descendre en dessous de 10-15% de son apport calorique quotidien, c'est-à-dire un petit peu de noix, de graines, d'avocat. Je préfère plutôt les fruits oléagineux, mais c'est un demi-avocat, un avocat de temps en temps, mais pas plus, pas plus, pas plus. Faire des graisses la base de son alimentation, c'est courir droit à l'hépatite et à la pancréatite, à l'épuisement des glandes surrénales. Épuisement des glandes surrénales qui est renforcé par le fait que tu sois anxieuse, de toute façon, le stress. Donc pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça, c'est. Je sais qu'il y a une approche. Bon, c'est très difficile de trouver des fruits, donc il s'agit d'en trouver. D'en trouver, d'en trouver. Mais. Et d'en planter. Selon la région où tu te retrouves. Mais malheureusement, ça ne peut pas marcher. Tu sais, quand on dit les sucres, les fruits, les sucres, les fruits, les sucres, les fruits, mais la majorité de la population de la planète se nourrit que de ça, de sucre. Hein. Sauf que la plupart du temps, ils se nourrissent de sucres complexes. Mais le riz, les céréales sont la base de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Sauf que, bon voilà, les riz et les céréales ont énormément d'inconvénients. Mais c'est du sucre. Parce que finalement, qu'est-ce que fait le corps? Il prend les sucres complexes, qui sont des longues chaînes, finalement, de monosaccharides, il les prend, il les digère tant bien que mal, d'où les problèmes de candidose, et il les digère tant bien que mal, et une fois que c'est digéré, eh bien, ce sont des sucres simples que le corps utilise. Le corps fonctionne sur le glucose. Alors bien sûr, il peut transformer les lipides en sucre, sauf que ça passe par le foie, on surcharge le foie, on surcharge le pancréas, on perd énormément de rendement dans le processus, c'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Donc on laisse tomber ça, on se dirige directement vers le carburant propice à l'organisme et tu verras. Et d'ailleurs, je me permets de dire que tu géreras d'autant mieux cette exclusion sociale que tu seras stable sur le plan émotionnel. Et la stabilité émotionnelle, elle vient aussi en mangeant des fruits. Encore un petit coup d'eau, excusez-moi, des fois je m'enthousiasme un petit peu. Et encore, vous avez de la chance, je fais ces vidéos le matin, je suis plutôt posé, parce qu'après, je prends à m'enflammer. Il y a aussi un autre problème que je rencontre avec mes proches, la notion de quantité d'aliments. Pour eux, je ne mange pas assez de calories. Pour moi, c'est totalement faux, puisque je mange des bombes de calories, mais comme c'est des bonnes graisses, je les élimine facilement. Ouais, c'est à toi de voir. Évidemment, c'est souvent des personnes très gourmandes qui me font ce genre de réflexion. Et pour qui manger différemment ne peut pas être bon. Ben oui, ben oui, ben oui. On parle des peurs des autres. Alors là, après, il s'agit de savoir qui est-ce que tu places comme maître et décideur de ta propre vie. Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est chez les humains que tu vas chercher l'approbation? Est-ce que c'est chez les humains que tu vas rechercher la confirmation de tes choix? Ou là et là? Choisis. Il faut choisir son camp. Moi, j'ai choisi. Choisi, c'est directement là et directement là. J'ai fait énormément de choix dans ma vie qui m'ont rendu marginal, même aux yeux de mes parents. Je pense que maintenant ils ont compris que j'étais pas si frappadingue que ça. D'ailleurs, j'espère que je pourrai avoir bientôt un témoignage. Je sais qu'elle regarde ces vidéos. Si tu veux témoigner,
Si ma mère veut bien témoigner, j'en serais ravi, qu'elle dise un petit peu ce que ça a pu lui apporter dans sa vie. Mais on ne sera certainement pas compris par tout le monde. Parce que chacun a ses peurs, j'ai une impossibilité à avancer. Voilà, on en est là, on en est là. Alors, alors, on va quand même regarder ça. Je vais vous faire une super longue vidéo. C'est parti, je suis désolé, mais comme ça vous... Ah, il y avait un truc super intéressant là, une question de Zaël là, qui m'importait beaucoup. Qui m'importait beaucoup. Salut Thierry, comme toi j'adore la pastèque et les melons. Il confirme, je ne pense qu'à une chose, là ça fait longtemps que j'enregistre, là on est le matin et je commence à avoir une envie de jus de pastèque. Comme toi j'adore la pastèque et les melons et en ce moment je me régale et j'en mange plusieurs par jour et ça passe tout seul. Sauf il y a 2 jours. Après un repas de pastèque et un peu plus tard de melon, j'ai eu une réaction de type allergique avec les lèvres enflées et de petites boursouflures. Des picotements dans la bouche, une sensation de brûlure dans la gorge avec une petite gêne respiratoire et ça a duré plusieurs heures. Le lendemain après-midi, j'avais encore la bouche toute irritée. Je me suis résolu à ne pas manger de melon pour changer et j'ai mangé quelques pêches qui m'ont tout de suite piqué la bouche. Bah ouais, c'était irrité. J'ai lu des infos sur un syndrome d'allergie orale qui pourrait survenir après ingestion de fruits. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi cette réaction apparaît tout d'un coup alors que j'ai l'habitude de manger plein de fruits sans aucun souci. Au contraire, que du bonheur. J'ai appliqué de l'aloe vera, bu de la tisane d'ortie et de la camomille. Merci si tu peux m'éclairer. Bah oui, Isaël, je peux t'éclairer. Malheureusement, je crois que tu as développé une allergie massive aux fruits et qu'il va falloir que tu commences à manger des pâtes, du riz à la place parce que là, les fruits, ça va plus passer. Surtout la pastèque et le melon, là, en plein été. Je te conseille d'ailleurs de m'apporter directement les cajous de pastèque et de melon que tu ne consommeras pas. Je te ferai cuire un plat de riz pour l'occasion. Non, alors blague à part, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est très très intéressant. Et c'est pour ça que je n'insiste pas assez sur tout ce que la notion, moi, de l'instinct, la rencontre avec les pionniers de l'instinctothérapie m'a apporté. Le problème, c'est que si on ne respecte pas les arrêts instinctifs, eh bien, il y a des phénomènes qui se produisent au niveau du corps, des irritations, des muqueuses. Typiquement, le melon. Alors, j'ai pas encore creusé, parce que quand on prend l'ananas, par exemple, c'est très facile. L'ananas, vous en mangez une tranche, vous en mangez 2 tranches, il est super sucré. Troisième tranche, quatrième tranche, et puis selon les individus, à la quatrième tranche, ça va commencer à piquer. Puis le même individu, un autre jour, avec le même ananas, ça serait 6 tranches. Et puis, quand il va manger 4 tranches, il va y avoir quelqu'un à côté de lui qui va manger un ananas et demi, en entier. Il dira, mais ça pique pas du tout. Alors qu'au bout de 4 tranches, ça va piquer. Et puis si on force, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à saigner, on est irrité. Et on peut en arriver à saigner vraiment de la bouche avec la bromélaïne, qui est une enzyme protéolytique qui va, au bout d'un moment, digérer les tissus de la bouche. D'ailleurs, c'est absolument génial. C'est absolument extraordinaire comme ça se passe. Donc, je vous explique juste pour l'ananas. Ça ne se passe pas comme ça pour le melon. Je suis désolé, j'ai pas encore fait mes recherches, mais globalement, vous allez quand même comprendre la notion d'instinct. Comment ça se passe? Dans l'ananas, il y a une enzyme qu'on appelle une enzyme protéolytique, c'est-à-dire qui permet la digestion des protéines. Le corps, au niveau de la bouche, hein, eh bien, au début, on commence à consommer de l'ananas, on avale de la bromélaïne, et directement, le corps produit ce qu'on appelle une antiprotéase. Et cette antiprotéase, eh bien, elle va annihiler les effets de la bromélaïne, qui est une enzyme protéolytique, au niveau de la bouche. Et donc, cette enzyme pourra arriver au niveau de l'estomac et du système digestif. Et là, comme ce milieu est globalement acide, elle sera tout à son aise. Mais elle ne viendra pas abîmer les muqueuses de la bouche. Et puis, à un moment, le corps arrête. Alors, on ne sait pas pourquoi, il arrête de sécréter cette antiprotéase. Et à ce moment-là, ça commence à piquer dans la bouche. Et ça, c'est les phénomènes d'arrêt instinctif. C'est-à-dire que quand l'organisme en a assez, eh bien, il inhibe la sécrétion de cette antiprotéase. Et, donc à ce moment-là, on commence à sentir que ça pique. Et ça, c'est le signe qu'il faut s'arrêter. Eh bien, c'est un petit peu pareil avec le melon.
il y a des principes extrêmement irritants dans le melon. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un, je peux manger des quantités de pastèques, mais le melon, je me régale. Mais globalement, un gros melon comme ça, c'est pas plus que ce que je peux manger sur la journée. J'atteins très rapidement l'arrêt. Et il faut suivre ces arrêts. Parce que si on force l'arrêt, eh bien, on irrite ces muqueuses. On irrite ces muqueuses et ça peut durer plusieurs jours. Et donc, même les pêches ont apparu acides parce que la muqueuse était enflammée et irritée. Donc là, le seul moyen, je dirais, de guérir tout ça, ça serait de se faire du jus de pastèque qui est extrêmement alcalinisant, extrêmement adoucissant et qui va guérir l'inflammation. Et une fois consommé ce jus de pastèque, ça va guérir doucement la muqueuse. Et puis attendre un petit peu. Et puis y aller avec plus de circonspection sur les melons, tout en respectant les arrêts instinctifs. Et c'est pour ça que je recommande au maximum de ne pas mélanger les aliments, parce que si on mélange, on ne sent pas ces arrêts instinctifs, et on peut effectivement s'enflammer, s'irriter les muqueuses. Donc, respecter les besoins instinctifs de l'organisme. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais faire vraiment une vidéo sur l'instinct. Tu as appliqué de l'aloe vera, bu de la tisane d'ortie de camomille, oui, mais il faut juste laisser l'inflammation se passer. Donc je te dirais eau de coco, si tu peux avoir des cocos fraîches, eau de coco, jus de pastèque, et ça devrait être pas mal. Tu peux manger si tu en as envie, bon cette saison je sais que c'est pas le top, mais des bananes, des fruits extrêmement doux, en tout cas pas des fruits dans lesquels il y a la moindre acidité. Tu vois, même dans les pêches il y avait de l'acidité, pour te dire qu'elles étaient peut-être pas très mûres, je sais pas d'où tu es, je crois me souvenir que tu es de Paris, tu me l'avais dit une fois, donc c'est peut-être pas des fruits extrêmement mûrs. Euh, Bah ouais, bien sûr, il n'y a que dans le sud de la France, spécialement en Catalogne, que l'on trouve des fruits mûrs. Donc, tout chauvinisme mis à part, il faut juste laisser se guérir la muqueuse. C'est juste ça. C'est juste ça. Et ensuite, je voudrais juste rapidement... Bon, Jérémy qui me posait une question par rapport les futurs projets prise de poids et de masse, ça m'intéresse. Tu as un client, ça tombe pile poil au moment où je commence à me renseigner plus profondément sur le sujet. J'en ai un peu marre des conseils bidons, chips, McDo, protéines, muscu. En tout cas, il faut la soulever pour prise de masse. Non, il ne faut pas soulever pour faire de la prise de masse. Euh, il faut exercer ses muscles de façon physiologique et avoir une nourriture physiologique. Mais quoi introduire comme aliment? J'ai l'impression que même en musculation, le mythe des hyperprotéines flotte. Ah ouais, il flotte, il prend l'eau. Il flotte, il prend l'eau parce que c'est pas des protéines complexes que l'on doit avaler, c'est des acides aminés. Les acides aminés, tu en trouves en quantité dans les jus verts. Donc pour une personne qui voudrait faire du muscle, eh bien, je dirais exercez-vous, faites de l'exercice physique, adapté aux besoins physiologiques de l'individu, et des fruits pour le carburant, et beaucoup de jus vert pour les apports d'acides aminés particuliers, et ça suffira largement, largement, largement. Donc oui, le mythe des hyperprotéines. Je ferai une vidéo là bientôt là-dessus, donc je ne vais pas te répondre de façon trop longue, mais dans les jus verts, tu trouveras tous les acides aminés que tu veux trouver. Dans les plantes vertes, il y a plus de protéines que dans les produits animaux. Donc c'est tout simple, il faut directement aller vers les plantes vertes, les plantes sauvages, en jus directement. L'ortie, la consoude, le plantain, la mauve, le kénopode, ce sont des bombes au niveau protéique et tu n'auras absolument aucune carence. Et donc après, donc voilà Jérémy, j'ai répondu un petit peu vite, mais on reprendra ça. Deux personnes, là il y avait Valérie et puis ensuite Véronique, 2V, qui me disent, voilà, pour Valérie, elle me dit, je te remercie pour toutes ces vidéos, j'ai changé mon mode de vie, j'ai introduit les jus et les fruits à mon alimentation il y a 4 mois. Et maintenant, je mange 100% cru. Je suis impressionné, 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 impressionné. Toujours pareil, je suis vraiment extrêmement touché par toutes ces personnes qui se mettent en mouvement, qui vraiment se donnent la peine et vont vers la régénération. C'est toutes les générations futures, là, vous êtes en train d'œuvrer pour toutes les générations futures, pour l'humain à venir. C'est absolument merveilleux. Et je te remercie Valérie de ta démarche. J'ai pu constater que mes ongles poussaient plus vite et étaient plus forts, que j'avais moins besoin de me laver mes cheveux, bien sûr, et que ma peau était plus nette. Et oui, et ta peau, elle va devenir de plus en plus douce. Le grand changement que j'ai pu constater, ce sont mes règles. J'ai toujours eu des règles douloureuses, avec un écoulement de sang qui durait en moyenne 3-4 jours. Et elles venaient toujours le lundi matin avec un cycle de 28 jours.
Au bout de 3 mois, j'ai eu mes règles un lundi soir, mais très peu d'écoulement, et elles n'étaient pas du tout douloureuses. J'aurais dû avoir mes règles il y a une semaine, mais elles ne sont pas venues. Je sais que j'ai ovulé, que je ne suis pas enceinte. J'ai fait 2 tests de grossesse pour être sûr, je ne prends pas de pilule. Est-ce un mauvais signe de ne plus avoir de règles? Lors de ta vidéo sur les glandes surrénales, tu avais dit qu'il y avait un lien direct avec les menstruations chez la femme. Ouais. Et alors, il y a Véronique aussi, qui elle par contre témoignait: je t'écris pour que tu me donnes un avis parce que j'ai eu mes règles le 8 juin, qui sont très régulières, et elles sont revenues le 23 juin et n'arrêtent pas. Elles ne sont pas énormes comme à leur habitude, mais est-ce que cela montre que mes glandes surrénales se régénèrent en évacuant par ce moyen? Je voulais savoir aussi si les muscles ne font de... Bon, après ça on le reverra. Mais alors, effectivement, vous l'avez parfaitement compris, là aussi, les règles, c'est en lien avec les glandes surrénales directement. Et alors, bon, dans le cas de Valérie, 4 mois de crue, je dirais que la disparition des règles, elle est certainement plus due à des réglages ponctuels, à des détoxinations en cours, des choses comme ça. Ça peut advenir. Pour moi, la disparition des règles n'est absolument pas quelque chose qui est valorisable. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, je demande à explorer plus, mais ce n'est pas quelque chose que je valorise du tout sur le long terme. Par contre, en transition et en phase de détoxination, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent. Voilà. Mais de la même manière, en phase de transition et de détoxination, on peut avoir aussi énormément de règles qui apparaissent, comme chez Véronique. Tout ça, ce sont des dérèglements des glandes surrénales. Et une fois que les glandes surrénales sont vraiment profondément détoxinées et régénérées, on retrouve une régularité, par contre pas de douleur, et on retrouve pas de douleur et un volume normal, une facilité et ainsi de suite. Donc tous ces problèmes de dérèglement, je suis en train de travailler spécifiquement sur le sujet des règles. Je ne veux pas avancer des choses qui ne seraient pas étayées et pointues. Surtout que là ça commence à faire, je pense. Oh là oui, j'ai dépassé l'heure là. Oh, j'ai battu mes records là. C'est du grandiose là que je vous ai fait. Euh, donc, je voudrais pas m'apesantir plus que ça. Mais de toute façon, une irrégularité, trop de règles, pas assez de règles, des règles douloureuses, tout ça, c'est des glandes surrénales, alors soit qui dysfonctionnent, soit qui hyperfonctionnent, qui sont hyper sollicitées, soit qui sont en phase de détoxination, soit qui sont en phase de régénération. Tu vois, 4 mois c'est très peu, très très peu, à l'échelle de l'organisme, à l'échelle d'une vie entière, c'est très très peu. Donc, pas d'affolement à suivre. Régénérer les glandes surrénales avant tout avec des fruits, des herbes toniques pour les glandes surrénales. Et tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans le cas de Véronique, énormément de règles. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élimination? Est-ce que mes glandes surrénales se régénèrent en évacuant par ce moyen? C'est possible, c'est possible. C'est pas un mauvais signe en tout cas, ne t'affole pas. Euh, tant, que, tant que tu le vis bien, ne t'affole pas avec ça. Je voulais savoir aussi si les muscles ne fondent pas. Car en gros, je fonds. Cela ne m'inquiète pas plus que ça, c'est juste pour savoir. Merci à toi si tu as le temps de me répondre. Bah, le seul moyen de savoir si les muscles fondent ou pas, c'est de prendre une balance à impédance-métrie, euh, une vraie bonne balance à impédance-métrie, et qui mesure les taux de graisse et les taux de masse maigre. C'est le seul moyen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils commencent un régime cru, ils disent: ah, je fonds, je perds tous mes muscles et tout ce que tu veux. Non, 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 non. Les muscles, il n'y en avait pas avant. Il n'y en avait pas avant. C'est la graisse qui fond. Et puis finalement, qu'est-ce qui reste? Et bien, il reste des personnes toutes maigres, sous-musclées, sans la carapace de graisse pour le cacher. Voilà, c'est juste ça. Donc il faut une balance à impédance-métrie si tu veux vraiment le mesurer. Et attention, une balance à impédance-métrie, pas celle qui prenne uniquement au niveau des pieds, parce que ça ne marche pas et ce n'est pas fiable. Il faut au moins qu'il y ait 2 électrodes au niveau des mains. Comprends, au niveau des mains, je me permets de faire ma petite pub. C'est celle que j'utilise. Moi j'utilise une balance qui est la Tanita BC 545, je crois. Mais la marque Tanita fait d'excellents pèse-personnes à impédance-métrie qui sont, on va dire, semi-professionnels à des prix encore abordables. C'est-à-dire, c'est très cher par rapport à une balance classique, mais pour 150 euros, vous trouvez une balance comme ça. Alors c'est un investissement. Il y en a une ici, toutes les personnes qui viendront en stage, toutes les personnes qui passent ici, passent systématiquement sur la balance à impédance métrie, sauf si elles le refusent. Elles passent à la prise de tension, elles passent à la prise de glycémie, elles passent à tout. J'adore les chiffres, je suis un ancien physicien, j'adore quand il y a des écrans partout et quand ça clignote.
Mais voilà, si vraiment tu veux savoir, ou alors il faut aller chez un diététicien ou une diététicienne qui aurait ça et qui pourra te faire ton suivi. Voilà. Euh... Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout vu. J'ai passé un peu vite en revue. Euh, Vous avez vu dans ces vidéos, je parle de plus en plus de terrain, de terrain physiologique, mais notre terrain aussi, ça excusez-moi l'expression, mais ça craint vraiment nos aliments. Ils ne sont même plus capables de nous nourrir ou de nous régénérer. Ça, c'est vraiment extrêmement préjudiciable et extrêmement inquiétant. Il est temps vraiment de redescendre dans les champs, les gars. Il est temps vraiment de redescendre dans les champs. Il est temps d'acquérir des vraies connaissances sur la physiologie humaine pour pouvoir se soigner les uns les autres. Il est temps d'apprendre à connaître les plantes. Donc, essentiel, les personnes qui viennent à la formation d'octobre, achetez-vous un guide d'herboristerie, vous ferez le plus grand bien et vous apprécierez, et je l'apprécierai d'autant plus parce que comme ça nous permettra de courir et d'aller beaucoup plus vite lors de la formation. Et je vais faire de plus en plus de formations en lien aussi avec l'herboristerie. D'ailleurs, l'année prochaine, je pense faire une formation en herboristerie spécifique et qui serait à deux temps, c'est-à-dire à la fois le côté quelles herbes pour régénérer quoi, et aussi comment planter ces herbes, les cultiver, s'autonomiser. Hein, parce que ces herbes, il va falloir les produire pour arrêter de les faire venir d'Inde, parce qu'il y a énormément de plantes qu'on peut produire ici. Et ça serait bien mieux, parce qu'il y a un jour, les avions, il n'y en aura plus. Hein, ils seront au sol. Donc les herbes d'Inde, il faudra s'en passer. Donc l'ashwagandha, eh bien, il faut la faire pousser ici. Et j'ai plus rien. J'ai plus rien. Enfin, j'en ai passé quelques-unes. Et donc voilà, il va falloir s'autonomiser, mais un arbre médicinal. Régénérer nos sols pour les rendre plus fertiles, pour que nos plantes quotidiennes, nos plantes alimentaires soient plus alimentairement actives et cultiver des plantes médicinales. Voilà, c'est vraiment ce que j'appelle, moi c'est le projet qui est en cours là où je vis, modestement. Euh, D'ailleurs, j'en appelle à toute contribution volontaire, à tous mécènes qui voudraient soutenir ce projet. Je ne poursuis qu'un seul but, c'est d'accueillir un maximum de gens en leur offrant toutes les conditions adaptées pour régénérer en profondeur leur corps au travers d'une alimentation physiologique adaptée, au travers de pratiques d'hygiène de vie adaptées, sauna, massage et ainsi de suite, au travers de relations humaines adaptées. Et voilà, de faire se régénérer toute une population. C'est extrêmement présomptueux peut-être, mais je suis quelqu'un qui en demande beaucoup, qui en demande toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup à la vie. Donc voilà, je le demande, je le demande fermement. Toute contribution est bienvenue, toute proposition est bienvenue. D'ailleurs aussi, je voudrais organiser des conférences un petit peu partout, particulièrement dans le Grand Sud. Donc si vous connaissez des salles sur Montpellier, sur Toulouse, mais même ailleurs, si vous voulez m'inviter, je suis disponible. Je suis disponible. J'aime bien parler, j'aime bien transmettre. Je pense que les gens en ressortent toujours extrêmement galvanisés, portés et enthousiasmés. À voir la conférence de Lyon, c'était le cas. Donc n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, c'est le stage. C'est le stage, donc je vais être très peu disponible, ou totalement disponible pour les personnes qui seront en stage. Je pense que ça va être beau et bien chargé. Il reste deux trois places encore pour le stage de 12. Voilà, je tiens à vous souhaiter une très belle journée, très très longue. Je crois que j'ai été... Eh oui, 1h10, ouais, ben, je crois que j'ai été un petit peu long, je suis désolé. Je vous présente mes excuses, mais moi je me suis bien amusé. Je vais aller me faire un petit jus de pastèque. Je vous remercie et à très bientôt avec une vidéo de Vivre Cru. Au plaisir de vous retrouver, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à partager avec vos proches.